Et bien bonjour dans ce nouvel épisode où l'on va parler de naturopathie mais surtout des huiles essentielles. J'avais envie de faire un épisode là-dessus parce que beaucoup de personnes utilisent des huiles essentielles sans trop savoir ce que c'est et surtout la dangerosité qu'il peut y avoir, mais aussi la praticité quand même, parce qu'il y a beaucoup de mots, MAUX, qui peuvent être soulagés grâce à des huiles essentielles. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore, Aurore au naturel, présente sur YouTube depuis 2013, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux. Je suis accompagnatrice en hygiène de vie et en naturopathie. Et le but de ce podcast est de vous parler de naturopathie et pouvoir inclure ceci dans votre vie de manière fluide, de manière naturelle. Et surtout, j'aimerais beaucoup pouvoir un petit peu démocratiser ça et vous faire découvrir la naturopathie autre que penser au fait que les naturopathes mangent des graines, font des rites chamaniques. Je sais pas comment dire ça, mais la naturopathie est un peu biaisée à mon sens parce que en fait c'est juste une médecine naturelle, une médecine alternative à la médecine classique. Mais pour autant, on peut travailler avec les deux en fait. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler des huiles essentielles. Donc c'est parti. Alors, pour faire une petite présentation, en fait, les huiles essentielles, c'est vraiment un concentré de molécules qui va être produite grâce à la distillation. C'est comme ça qu'on va récupérer des molécules actives pour en faire une petite bouteille ambrée et avoir tous ces concentrés dans cette petite bouteille. Donc, je vous ai parlé de distillation, mais en fait, il y a vraiment plusieurs façons de produire et de réussir à obtenir des huiles essentielles. Il y en a vraiment plusieurs, mais il n'y en a vraiment que 3 qui sont les plus utilisées. La distillation à vapeur d'eau, l'expression à froid et la distillation sèche. Donc, la distillation à vapeur d'eau, ça va être la plus simple, vraiment. Vous allez prendre des plantes, vous allez les mettre en contact avec de l'eau et faire bouillir l'eau. Et en fait, les vapeurs d'eau vont transporter avec elles les molécules vraiment actives, les concentrés actifs. Ça va passer dans une deuxième partie d'une machinerie. Je vous vulgarise les choses. Cette partie, en fait, va être refroidie grâce à de l'eau froide. Et en fait, les vapeurs d'eau avec les molécules actives des huiles, des plantes ou des racines ou de quoi que ce soit, des fleurs de la plante qu'on aura envie, dont on aura envie d'extraire les molécules, vont se refroidir avec l'eau froide, vont redevenir un peu plus liquides, et ensuite on va récupérer ça dans un espèce de ballon où l'huile essentielle qui est plus légère va monter à la surface, et en dessous on récupérera l'hydrolat qui est fait à base d'eau, qui sera plus lourd, donc qui sera en dessous. Vraiment, si je vous vulgarise à mort, c'est vraiment ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour, par exemple, 1 litre d'huiles essentielles de rose, il va falloir au moins 4000 kg de pétales de rose. L'expression à froid, ça va plutôt être pour les agrumes, où en fait on va extraire du zeste de l'agrume les molécules que l'on va utiliser pour fabriquer l'huile essentielle. On va casser les petites poches qu'il y a dans le zeste et on va extraire du coup les molécules actives des zestes. Ça se fait vraiment d'une manière plutôt mécanique. Et on va rincer ça, on va utiliser les eaux de rinçage et pareil, on va attendre que ça se décante. L'huile essentielle va être en haut et en dessous, on aura aussi un hydrolat.
Et la distillation sèche, ça va plutôt être pour les écorces et pour les bois, où en fait on va faire chauffer les écorces et le bois sans eau, mais on va chauffer d'une manière à ne pas brûler non plus les matières, mais on va chauffer assez pour récupérer les molécules aromatiques, et pareil, ça nous donnera une huile essentielle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on appelle ça une huile essentielle, mais il n'y a en aucun cas des acides gras à l'intérieur. Ça vient juste du latin essentia, qui veut dire la nature d'une chose, de quelque chose. Donc les composés de l'huile essentielle sont l'essence même de cette chose, en fait. Voilà pourquoi on dit huile essentielle. Pour la petite partie un peu historique, il faut savoir que les huiles essentielles ont été utilisées depuis des années, vraiment des milliers d'années, parce qu'on a réussi à retrouver ce qu'on appelle des alambics, donc qui sont la distillation, mais de manière primitive, qui a été utilisée en Chine, en Inde, au Pakistan. Et en fait, ça a été retrouvé et daté de moins 5000 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Donc on sait en fait que depuis des milliers d'années, on utilisait des huiles essentielles, ou du moins des molécules et des produits qui se rapprochaient d'une huile essentielle. On sait aussi que les Égyptiens, donc moins 4000 avant notre ère, utilisaient des huiles essentielles, ou du moins, pareil, des mélanges qui se retrouvaient au niveau moléculairement proche des huiles essentielles dans le cadre de l'hygiène, et aussi notamment dans l'embaumage des morts. Et en fait, l'aromathérapie et les huiles essentielles, comme on les connaît, viennent de 1928, où René Maurice Gattefossé, un ingénieur chimiste qui est issu d'une famille qui ont fondé l'aromathérapie que l'on connaît de nos jours, son papa, Louis Gattefossé, était producteur d'huile essentielle depuis 1880. Pour la petite histoire, il travaillait déjà avec les huiles essentielles, il avait déjà fait des recherches autour de la lavande, et il y a eu une explosion un jour dans son laboratoire. Il a été gravement brûlé, et en fait les techniques de soins à l'époque n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui, et malheureusement il ne cicatrisait pas, c'était très très lent, et il y a une bactérie qui est responsable de la gangrène gazeuse qui se sont répandues sur ses plaies. Et en fait, il s'est remémoré les recherches qu'il avait fait au niveau de l'huile essentielle de lavande, et il a commencé à en appliquer sur ses blessures. Et en fait, il a vu que sa cicatrisation et sa guérison commençaient à aller mieux et même s'accélérer. Donc il a continué ses recherches et il a fondé ce qu'on appelle l'aromathérapie. Donc en tout cas, ce que nous, on connaît depuis, c'est-à-dire se soigner grâce aux huiles essentielles. Pour parler un petit peu chiffres, en 2020, le top 3 des huiles essentielles produites dans le monde sont l'orange, la menthe des champs et le citron. L'orange en pole position est bien comme il faut à 49 000 tonnes fabriquées. C'est assez fou quand même. Et elle est fabriquée notamment au Brésil. Il y a une grosse production de jus d'orange, et en fait, les zestes qui ne sont pas utilisés pour faire le jus d'orange vont partir dans une autre filière pour être valorisés et être utilisés pour fabriquer l'huile essentielle d'orange. La menthe des champs, 42 000 tonnes, qui est en Inde surtout, et ensuite 9 000 tonnes d'huile essentielle de citron, principalement fabriquée en Chine. Et nous, les Français, nous sommes chauvins, nous adorons. Nous, on est quand même un des premiers aussi fabricants d'huile essentielle, mais de lavandin. Et en 2022, la France est le second pays de l'Union européenne en termes de production d'huile essentielle. Le premier étant l'Allemagne, et je crois qu'après nous, il y a l'Espagne. En 2020, la France a vendu 1,64 milliard d'euros d'huile essentielle. C'est quand même assez fou, et on voit que de 2010 à 2020, il y a eu 47% de plus. C'est quand même assez fou comment ça change de manière naturelle,
ou comment de manière induite les personnes changent leur utilisation d'huile essentielle. Donc c'est quand même assez fou, ça m'a fait halluciner quand j'ai vu ces chiffres de l'INSEE. Donc voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes le leader mondial concernant la production d'huile essentielle de lavandin. Et moi quand même, je suis quand même assez fière. Et donc en 2021, le top 3 des huiles essentielles vendues en France sont l'arbre à thé, la lavande et la menthe poivrée. Alors je ne sais pas pour vous, mais en tout cas chez moi, je peux vous dire que j'ai les trois et que je les utilise assez régulièrement. Et notamment, de toute façon, il y en a deux dont je vais vous parler plus en détail après. Du coup, est-ce que vous savez dans quoi est utilisée le plus l'huile essentielle ? Je pense que tout comme moi, au début, vous vous disiez que c'est sûrement l'aromathérapie, mais en fait, c'est pas du tout ça. L'aromathérapie est vraiment une niche, une utilisation très niche, car il n'y a que quelques pourcents d'huiles essentielles qui sont utilisées pour l'aromathérapie. En premier lieu, c'est l'agroalimentaire, puis la cosmétique et enfin les produits ménagers et pharmacologie, produits sanitaires. Mais en fait, pas du tout l'aromathérapie. Donc en premier lieu, ce sont l'agroalimentaire, les industries agroalimentaires qui vont les utiliser, mais pour faire des recettes et pour pouvoir en mettre dans des plats ou dans des gâteaux surtout. Donc voilà à quoi servent les huiles essentielles majoritairement. Alors, pour ce qui concerne l'identification des huiles essentielles, il y a quand même pas mal de choses qui sont indiquées sur une étiquette d'une petite bouteille d'huile essentielle. On va retrouver bien sûr le nom courant, le genre, l'espèce, voire la sous-espèce de l'huile essentielle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vous parle de lavande vraie, c'est vraiment le nom courant. Il y a le genre Lavandula, l'espèce Angustifolia et la sous-espèce Angustifolia. C'est la différence entre le nom latin et le nom courant, quoi. On va dire ça comme ça. Sur une étiquette, vous allez retrouver la désignation du produit, son nom courant et son nom latin, les labels et certifications, les coordonnées de l'entreprise, les labels qu'il peut y avoir, des informations légales concernant sa fabrication, sa composition chimique, sa DLUO, sa provenance, son numéro de lot, donc sa traçabilité, mais aussi les recommandations d'utilisation et de stockage, et enfin des informations par exemple sur le tri, le packaging. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment faire attention aux labels et aux certifications parce qu'il y a des labels qui sont publics, donc qui sont contrôlés par les pouvoirs publics et des certificateurs indépendants, mais il y a aussi des logos plus privés qui vont être créés par les entreprises elles-mêmes. Ça va leur faire une auto-certification en fait, et ça va leur donner de la pub quant à la qualité de leurs produits. Mais il faut vraiment faire attention plutôt au logo AB, agriculture biologique, ou au petit logo en forme de feuille, qui est le logo équivalent à AB, mais dans l'Union européenne, et un jour ou l'autre, le logo AB va disparaître. Mais si par exemple vous voyez HEBBD, qui signifie huile essentielle botaniquement et biochimiquement définie, c'est un label privé qui a été créé par un organisme indépendant, par une société qui produit elle-même et qui vend elle-même des huiles essentielles, et ça permet juste de se sortir du lot et de montrer une qualité, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle promeut si vous achetez leurs huiles essentielles. Alors les huiles essentielles peuvent être utilisées par plusieurs voies, plusieurs modes d'utilisation, la voie respiratoire, cutanée, orale, rectale et vaginale. Les deux dernières, je n'en parlerai pas parce qu'il faut être médecin, il faut que ce soit prescrit par des professionnels de santé. Étant accompagnante en hygiène de vie et de naturopathie, je ne suis pas médecin et je n'ai pas à vous promulguer des conseils par rapport à cela. Il ne faut pas oublier qu'une huile essentielle est un concentré actif et puissant, que ça va vraiment être un cocktail de molécules puissantes et qu'il y a certaines voies d'administration, des dosages, des contre-indications, des méthodes d'emploi qui sont très importantes et propres à chacune des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont interdites aux femmes enceintes, allaitantes, aux enfants jeunes. Il faut absolument suivre
ces restrictions et ne pas oublier aussi que nos animaux sont sensibles. Donc si vous utilisez des huiles essentielles dans la maison où il y a des animaux, faites attention. Je vous conseille de ne pas laisser accès à votre animal si vous diffusez des huiles essentielles, ne pas en mettre sur lui, faire attention à ce qu'il n'ait pas accès aux bouteilles. Après, par précaution, moi je les mets à un endroit où mon chat n'y a pas accès, mais je sais aussi que certaines huiles essentielles sont beaucoup trop fortes au niveau des odeurs et qu'il n'y va pas. Mais voilà, je vous conseille de faire attention avec ça. La voie respiratoire ou olfactive, c'est vraiment la plus simple. C'est une diffusion dans l'atmosphère par voie humide ou par voie sèche. Les molécules sont assez volatiles, donc dès que vous allez commencer à les chauffer, elles vont très facilement se répandre dans l'air, dans l'atmosphère, pour avoir un accès aux voies respiratoires et pouvoir du coup faire effet. Attention, il ne faut pas les brûler, il ne faut pas cramer vos huiles essentielles, parce que là, à ce moment-là, vous fabriquez d'autres molécules et elles sont nocives. Ce qui est intéressant aussi avec les huiles essentielles quand vous les diffusez, c'est que vous allez pouvoir toucher la sphère émotionnelle parce que certaines odeurs permettent de se sentir mieux et de toucher au côté un peu récompense et bonheur, système de récompense, système du bonheur. Donc c'est assez intéressant de diffuser certaines huiles essentielles quand vous vous sentez stressé, anxieux. La diffusion atmosphérique en fait va se faire avec un diffuseur avec de l'eau ou alors des diffuseurs secs. C'est assez simple. Vous pouvez prendre un bol d'eau chaude, ne pas faire bouillir l'eau, mais qu'elle soit bien chaude, mettre quelques gouttes d'huile essentielle et pouvoir respirer au-dessus ou le laisser dans la pièce. Et la méthode encore plus simple, qui moi ça m'arrive de le faire, prendre un coton ou un mouchoir, mettre une huile essentielle dessus et la respirer. Mais il existe aussi les sticks inhalateurs qui sont vierges, où il n'y a pas d'odeur, et vous allez pouvoir mettre vos huiles essentielles dessus et les respirer. Ensuite, vous allez avoir la voie cutanée, donc qui va consister à appliquer sur votre peau l'huile essentielle, brute, mais plus souvent mélangée à une huile végétale. C'est une voie qui est assez simple, qui est assez répandue, qui va permettre d'aller à un endroit assez rapidement, assez accessible. Par exemple, des boutons de moustique, maux de tête, vos tempes, les douleurs musculaires au niveau des trapèzes, des cuisses, etc. Et aussi les voies digestives pour pouvoir vous masser le ventre pour calmer vos maux digestifs. Toutes les huiles essentielles donc ne peuvent pas être utilisées pures. C'est pourquoi vraiment je vous conseille de diluer votre huile essentielle dans une huile végétale. Pour moi, mon top 3 d'huile végétale bénéfique pour la peau, ça va être l'amande douce, jojoba et germe de blé. J'ai une préférence pour l'huile de jojoba qui a un toucher sec et qui ne donne pas cet aspect gras et collant que vous pouvez avoir des fois avec d'autres huiles. Il y a aussi la voie orale, du coup, qui va consister à ingérer par la bouche votre huile essentielle. C'est une technique qui est très efficace, mais qui pour moi est la plus à surveiller. Donc il faut vraiment faire ça de manière ponctuelle et utiliser surtout des huiles essentielles qui sont à usage alimentaire. C'est écrit sur les huiles essentielles quand elles sont à usage alimentaire. Donc vraiment être sensible à ça. Pour vous donner un titre d'exemple, un adulte ne doit pas ingérer au total plus de 6 gouttes d'huile essentielle par jour et surtout il faut le prendre en 2 prises. Donc 3 gouttes par exemple le matin et 3 gouttes le soir. Il ne faut pas que ça excède 21 jours et il faut surtout attendre une fenêtre thérapeutique d'1 semaine entre chaque cure. Vraiment, je veux vraiment vous sensibiliser là-dessus. Les huiles essentielles ne sont pas à ingérer comme ça de manière... comme si c'était juste un bonbon ou un sirop, quoi. C'est pas du tout le cas, c'est très concentré, il faut faire attention. Je vous parlerai après d'une petite anecdote qui aurait pu être vraiment plus grave, qui ne me concerne pas, mais où j'ai halluciné en fait. Il y a vraiment très très peu d'huiles essentielles qui peuvent être ingérées pures sur la langue ou sous la langue. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser un support. Donc, on va pouvoir prendre, par exemple, du miel, pour le plus simple, des comprimés neutres qui sont accessibles dans une parapharmacie ou une pharmacie, Pure Essentiel en fond,
ou alors des gélules vides où on va pouvoir mettre une huile végétale et une goutte d'huile essentielle. Ce que je vous conseille de faire si vous vous sentez à l'aise, vous achetez des gélules vides à base de cellulose, vous faites votre mélange avec une huile végétale alimentaire type huile de coco, huile de colza ou plutôt l'huile de tournesol ou l'huile d'olive. Vous allez mettre vos huiles essentielles dedans, mélanger et ensuite avec une pipette remplir vos gélules vides. Ça dépend vraiment de l'endroit sur lequel vous voulez travailler. Les gélules vides, je vous les conseille. Par exemple, si vous voulez aller jusqu'aux intestins, le comprimé neutre sera utile même si vous voulez travailler par rapport à votre estomac. Comme je vous disais, les huiles essentielles sont des concentrés actifs et puissants. Et si vous voulez, pour moi, il faut faire des tests pour être sûr que vous les tolérez. Donc par exemple, faire un test au pli du coude si vous voulez les utiliser en voie cutanée ou vraiment diluer au maximum au début. Et selon comment votre corps réagit, vous pouvez augmenter les doses pour avoir des doses classiques. Mais au début, je vous conseille de vraiment diviser par 2 ou par 3 les doses et c'est ce que je fais avec mes accompagnantes. Je leur dis d'y aller plutôt crescendo et surtout de s'écouter et de voir s'il y a des réactions ou pas. Pour les marques, c'est pareil, je vous conseille de ne pas acheter des huiles essentielles dans des magasins qui vendent des décorations de Noël, de la vaisselle. Je ne veux pas citer de marque, mais je trouve des huiles essentielles dans des magasins qui sont plutôt low cost et quand je vois le prix des huiles essentielles avec des marques que je ne connais pas ou quand on regarde la liste des ingrédients, il n'y a pas que l'huile essentielle, il y a plein de choses. Je vous conseille vraiment d'aller en boutique bio, en pharmacie, en parapharmacie, en épicerie bio ou de commander directement sur internet des huiles essentielles avec des labels et des marques comme Pranarome, Pure Essentiel, Aromazone, Floram. Mais vraiment, n'achetez pas tout et n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des risques de brûlure de la peau. Des huiles essentielles, même si elles sont bien fabriquées, qu'elles sont bio, etc., ça reste quand même des molécules fortes. Donc faire attention aux brûlures de la peau, faire attention aux réactions cutanées. N'allez pas prendre le soleil et vous faire un bronzage alors que vous avez mis sur votre peau par exemple une huile essentielle photosensible comme la bergamote, l'orange douce, le citron, parce qu'en fait vous allez avoir des réactions et des brûlures, ça il faut faire très attention. Il peut en fait y avoir des réactions encore plus graves si vous n'utilisez pas les huiles essentielles comme il faut. Votre foie peut faire un surplus et vous pouvez avoir ce que l'on appelle de l'hépatotoxicité et des fois ça peut aller encore plus loin et atteindre le système nerveux. J'ai été témoin de ça. Du coup, il y a quelques années, j'étais dans une boutique bio dans le 91, on était en 2014-2013 je crois. Et en fait, on était vraiment dans l'émergence des produits naturels, les boutiques bio, ça fleurissait, tout le monde commençait à vouloir tester des choses. Et moi, j'allais souvent acheter des gels douche et des shampoings dans une boutique bio dans le 91 que j'aimais beaucoup et je crois qu'elle est fermée depuis, je ne me souviens plus du nom. Et en fait, j'étais à la caisse et j'entendais une femme parler. J'entendais une femme dire qu'elle avait utilisé des huiles essentielles de cette boutique et qu'il lui arrivait des problèmes et qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, que c'était sûrement leurs huiles essentielles qui n'étaient pas bonnes. J'ai pas pu m'empêcher de tendre l'oreille et d'intervenir en lui demandant quelles huiles essentielles utilisait-elle et surtout qu'est-ce qui lui arrivait et pourquoi elle avait utilisé des huiles essentielles. Et elle m'a dit, je me badigeonne le ventre avec de la sarriette des montagnes, du romarin à camphre, du thym à thymol. Donc ce sont 3 huiles essentielles qui sont assez hardes et assez fortes. Disons qu'il faut vraiment faire attention. Et qu'elle avait des soucis de digestion et qu'en fait, cette femme était en train de souffrir. Qu'elle ressentait des fortes douleurs, qu'elle avait vraiment des étourdissements, des douleurs dans les membres et que ça faisait plusieurs semaines qu'elle appliquait les huiles essentielles pures sur son ventre et qu'elle ne comprenait pas pourquoi son corps réagissait comme ça et surtout qu'elle avait toujours des gros problèmes de digestion. Et en fait, je lui ai expliqué que c'était très grave ce qu'elle était en train de faire parce que déjà, elle avait fait une synergie de 3 huiles essentielles très très fortes, qu'en plus de ça, elle les avait mis pures sur son abdomen
et qu'il ne fallait absolument pas faire ça, et surtout que ça faisait plusieurs semaines qu'elle faisait ça, et que là, en fait, son corps était en train d'être attaqué, et son système nerveux commençait à être attaqué, en fait. Donc je lui ai conseillé de tout arrêter, d'aller consulter. Je lui ai dit que les huiles essentielles qu'elle était en train d'utiliser, il ne fallait pas du tout les appliquer pures, et encore moins en même temps, et encore moins aussi longtemps. Ces 3 huiles essentielles, ce sont des cures de 1 semaine, pas plus, et pas du tout pures, et surtout pas en même temps en fait. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait, mais en tout cas, ce que je veux vous conseiller par rapport à cette anecdote, c'est qu'il faut vraiment respecter la voie d'utilisation, le dosage et la durée des cures en fait. Parce que là, on peut vraiment arriver à un stade où on peut en mourir, où ça peut être très très grave. Donc si un jour vous êtes témoin d'un problème comme ça, ou même si un jour vous êtes témoin de quelqu'un qui s'est renversé de l'huile essentielle sur soi, appelez le centre antipoison et diluez tout de suite avec une huile végétale, olive, colza, tournesol, ce que vous avez chez vous. Mais il faut vraiment faire attention à ça, et cette dame était vraiment en train de faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça aussi, il ne faut pas s'auto-diagnostiquer, ne pas faire les choses par soi-même quand on ne maîtrise pas le sujet. Ce que je peux vous conseiller aussi, par exemple, c'est d'utiliser des guides. Et notamment, moi j'aime beaucoup le guide des huiles essentielles d'Aromazone, surtout qu'ils en ont fait une application. Donc vous pouvez être avec votre téléphone dans votre magasin et regarder si cette huile essentielle est bonne pour vous, comment on l'utilise, etc. Si vous êtes enceinte ou si vous êtes allaitante. Enfin, vraiment, ne prenez pas l'initiative d'utiliser des produits si vous ne savez pas ce que vous utilisez et si vous ne maîtrisez pas le sujet. Après cette grosse introduction, je vais vous faire mon top 5 des huiles essentielles à avoir chez soi et pourquoi vous pouvez les utiliser. Personnellement, moi je les ai toutes, j'aime beaucoup ces huiles essentielles et je les utilise pour certaines assez régulièrement et pour d'autres un peu plus sporadiquement ou épisodiques. La première pour moi, c'est l'huile essentielle de Tea Tree, celle qui est purifiante. Je l'utilise très régulièrement, surtout en voie orale ou en voie cutanée. C'est un antiseptique puissant. Pour moi, c'est vraiment celle à avoir pour l'hiver, mais aussi tout au long de l'année. C'est une huile essentielle que vous allez pouvoir utiliser pure sur un aft, ce que je fais, diluer pour faire un bain de bouche, ce que je fais. De temps en temps, je la mélange aussi à une huile végétale ou surtout à mes soins que je peux faire pour la peau. Par exemple, un soin à l'argile blanche, je vais en mettre une goutte. Vous pouvez en mettre une goutte dans votre dose de shampoing, dans votre dose de dentifrice. Et aussi, vous pouvez mettre ça dans vos soins pour votre cuir chevelu si vous souffrez de psoriasis ou de dermite. C'est aussi intéressant. Et moi, je l'utilise aussi dans mon eau de lavage des sols. Je vais mettre une goutte dans mon grand seau d'eau et ça va me permettre de pouvoir assainir la pièce parce que j'ai un petit chat. Elle n'est pas du tout mauvaise pour les animaux à 4 pattes. Faites quand même attention. Mais moi, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois avec Swiffy, donc mon chat qui a 12 ans, et il n'y a jamais eu de souci. La partie qui va être utilisée pour faire l'huile essentielle, ça va être les feuilles. Et elle a une odeur assez fraîche, assez puissante. Il faut aimer. Pour les précautions, je vous les déconseille pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes ou pour les enfants de moins de 3 ans. Je vous conseille d'aller voir plus en détail. Moi, je vais vous donner des précautions assez globales, mais je vous conseille d'aller plus en détail, par exemple sur le guide d'Aromazone dont je vous parlais tout à l'heure. Pour la deuxième, ça va être la lavande vraie, la calmante. Pour moi, c'est vraiment l'huile essentielle calmante en diffusion ou en voie cutanée. C'est vraiment une odeur apaisante pour moi, la lavande. En plus, ça sent la Provence. Ayant vécu une dizaine d'années dans le sud de la France, comment vous dire que j'adore. Pourquoi je prends cet accent, punaise? J'adore la lavande, forcément. C'est une odeur qui est pour moi très calmante, qui est une alliée pour le sommeil, pour l'apaisement. Vous pouvez l'utiliser en diffusion 15 minutes avant d'aller vous coucher, en diffusion humide ou sèche, ou sur un coton posé sur votre chevet, par exemple.
Elle est aussi un très bon décontractant musculaire. Donc vous allez pouvoir la mélanger dans une huile, par exemple de jojoba, et vous allez pouvoir vous masser la nuque ou masser vos cuisses si vous avez fait par exemple un effort physique, une course, une séance de sport. Et comme je vous disais plus tôt, avec le papa de l'aromathérapie, Monsieur Gattefossé, elle est aussi cicatrisante. Donc si vous avez une petite plaie, idem, vous allez pouvoir la mélanger par exemple à la germe de blé, l'huile végétale de germe de blé, pour calmer un coup de soleil, une coupure ou une plaie. Tout comme la menthe poivrée, elle a aussi des effets bénéfiques pour les maux de tête. Donc vous allez pouvoir mettre une goutte sur votre doigt, frotter vos 2 doigts et mettre au niveau des tempes. Et si vous avez de la menthe poivrée, vous pouvez faire une petite synergie, ça ne pourra que vous faire du bien. Et vous aurez en plus de ça 2 odeurs super sympas. Je pense que ça va aussi vous aider au niveau de la sphère émotionnelle. Et enfin, un peu comme la titri, vous allez pouvoir la mélanger dans l'eau de lavage de vos sols. Il y en a qui le mettent aussi au niveau du tambour de votre machine à laver pour l'odeur au niveau du linge. Et en plus de ça, comme elle a des propriétés antiseptiques, antifongiques, antiparasitaires, ça va ne faire que du bien et ça va pouvoir assainir vos sols, votre linge. On utilise les sommités fleuries pour faire l'huile essentielle. Elle a une odeur florale et fraîche. Idem, je déconseille aux femmes enceintes du premier trimestre. Je déconseille lors de l'allaitement, aux enfants de moins de 3 ans. Elle n'est pas dangereuse pour nos amis à 4 pattes, mais l'odeur étant assez puissante, je pense pas que vos animaux vont venir la sniffer ou la lécher. La troisième pour moi, c'est l'orange douce, celle qui est équilibrante. Elle peut être diffusée, mais aussi utilisée en voie orale ou cutanée. Tout comme la lavande, pour moi, c'est une huile essentielle qui apaise, qui sent super bon. Et en fait, elle a un côté assez optimiste. Elle ravive les humeurs, elle permet un petit peu de se sentir optimiste et se sentir mieux. Vous pouvez la diffuser en diffusion humide ou sèche. Elle peut par exemple être utilisée pareil avant de dormir ou pendant votre lecture. Ça va vraiment vous apaiser avant d'entamer votre nuit. Et si vous avez envie, vous pouvez la diffuser en synergie avec la lavande vraie. C'est une huile essentielle qui a un très bon goût et qui va pouvoir être utilisée pour soulager les maux digestifs. Ça va aider aussi pour les personnes qui souffrent de gaz intestinaux assez désagréables. Vous la mettez sur un comprimé neutre ou dans une petite cuillère de miel. Ça va du coup vous faire du bien. Elle est aussi utilisée pour des soins au niveau de la peau. Vous allez pouvoir par exemple la mettre dans un macérat huileux et faire un espèce de petit sérum bonne mine et tonifiant pour votre teint. Elle est aussi antiseptique, donc vous allez pouvoir la diffuser que ce soit en aérien ou alors pareil la mélanger à de l'eau pour nettoyer vos sols. Elle va vraiment être utile pour assainir votre maison et éviter de tomber malade et d'avoir les germes responsables de la grippe ou les rhumes hivernaux, n'est-ce pas? En synergie avec le pin sylvestre, ça va être juste au top. Et petit bonus que vous allez pouvoir retrouver dans la fiche sur les 5 huiles essentielles à avoir chez soi, moi je l'utilise dans les recettes. Et en fait, j'en mets dans des petits biscuits au flocon d'avoine avec de la cannelle. Ça, c'est la version automne-hiver et j'aime beaucoup. La partie utilisée pour faire cette huile essentielle, ça va être donc le zeste. Son odeur est douce, sucrée et fruitée. Idem, je la déconseille aux femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les enfants de moins de 3 ans. L'orange douce, pareil, n'est pas interdite à nos amis les animaux, mais je pense idem que leur odeur n'est pas forcément très appréciée parce qu'elle est très forte. Attention, c'est un agrume, donc forcément elle est photosensibilisante, donc ne vous exposez pas au soleil si vous l'avez appliquée sur votre peau. La quatrième huile essentielle, ça va être la Ravinsara. Pour moi, c'est la fortifiante. C'est vraiment l'huile essentielle fortifiante de l'hiver. Elle est issue du camphrier. C'est une huile essentielle que vous allez pouvoir diffuser ou utiliser en voie cutanée.
Donc pour moi, vraiment, c'est l'incontournable. C'est l'antiviral puissant, l'anti-infectieux, antibactérien, antifongique. Tout comme la tea tree, elle va permettre d'assainir l'environnement dans lequel vous vivez par diffusion humide ou sèche. Je vous conseille de la diffuser avec la tea tree. Comme ça, au moins, au niveau des virus hivernaux, ils ne viendront pas mettre les pieds chez vous. Vous pouvez l'utiliser pour l'appliquer en massage aussi sur la poitrine pour dégager les voies respiratoires avec une huile végétale comme l'huile de jojoba. Pour assainir la peau aussi, si vous avez eu un zona ou de l'herpès, vous pouvez la mélanger à une huile végétale de calophylle, mettre de la Ravinsara, du tea tree et pareil, vous allez assainir la zone en appliquant tranquillement, en massant la zone où il y a le zona ou l'herpès. Ça va être aussi une huile essentielle intéressante pour les troubles de l'humeur, pour les insomnies, parce qu'elle va tonifier le système nerveux et favoriser le sommeil. Si vous la mélangez avec la lavande vraie, vous la chauffez et la mettez à l'intérieur des poignets en friction et ça va calmer avant le sommeil. En fait, ça aide à calmer les angoisses, les crises d'anxiété. Je vous conseille pour les personnes qui sont anxieuses ou qui, par exemple, tout comme moi, n'aiment pas trop être dans les transports en commun ou dans les endroits où il y a pas mal de foule. Vous prenez soit un mouchoir ou un stick inhalateur. Vous allez mettre 1 à 2 gouttes de Ravinsara et de lavande ou Ravinsara orange douce. Et comme ça, vous avez votre petit stick à sentir quand vous commencez à sentir une crise d'angoisse arriver ou que vous êtes dans un endroit que vous n'appréciez pas plus que ça. La partie de la plante utilisée, ça va être les feuilles. C'est une odeur fraîche, puissante, aromatique. Alors là, je vous déconseille pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, pour les enfants de moins de 6 ans, les personnes asthmatiques, les personnes qui utilisent des médicaments parce que en fait en voie orale vous allez avoir des interactions possibles avec les médicaments et je vous déconseille fortement pour nos amis poilus parce que ce n'est pas bon pour eux. Et la dernière, l'huile essentielle d'ylang-ylang, la stimulante. C'est une huile essentielle que vous allez pouvoir aussi utiliser en diffusion ou en voie cutanée. C'est une odeur que j'aime tellement. Ça et le jasmin, j'adore. Elle est puissante, elle est enivrante. C'est une huile essentielle utilisée dans la cosmétique et la parfumerie. Ces bienfaits en fait sont attribués par rapport à la régénération des cellules de la peau pour l'équilibre de la production de sébum. Donc elle va être super bonne pour le cuir chevelu, pour le renforcer, pour la pousse des cheveux du coup. Vous pouvez la mélanger avec de l'huile de coco ou de l'huile de ricin, faire un bain d'huile avant shampoing et ça va renforcer votre cuir chevelu, donc améliorer la pousse de vos cheveux. Pour le visage, vous pouvez mettre 1 goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang dans une cuillère à soupe de germe de blé, le poser sur votre visage et en fait enlever l'excédent et aller vous coucher pour faire un bon soin de nuit. Et pour le côté bien-être, l'ylang-ylang, c'est vraiment une odeur très enivrante, très stimulante, qui calme les tensions, qui calme la nervosité, les troubles du sommeil. Et en fait, elle permet aussi de booster tout ce qui est libido, lâcher prise. Si vous la diffusez avec de l'orange douce ou de la bergamote, ça va vraiment faire une bonne énergie dans votre pièce. Et si vous avez envie, encore plus, et ça je l'ai déjà fait, et il faudrait que je le refasse parce que c'était vraiment cool, j'avais utilisé de l'huile essentielle d'ylang-ylang et de néroli, je crois, pour mettre dans une huile de massage faite à base d'amandes douces et de jojoba. Et c'était vraiment un cocktail de molécules, mais enivrante, super stimulante. Enfin, cette odeur, pour moi, elle est vraiment géniale. On utilise les fleurs pour la partie utilisée pour fabriquer l'huile essentielle. C'est une odeur très fleurie, très exotique, un peu assimilée au jasmin. Je déconseille pour les femmes enceintes du premier trimestre, pour les femmes allaitantes et les enfants de moins de 3 ans. Et je déconseille aussi pour nos amis, les animaux à 4 pattes. Voilà pour moi ce que j'avais à vous dire sur les huiles essentielles et sur les 5 huiles essentielles à avoir à la maison. Je vous ai fait un guide de 17 pages et une fiche pratique qui résume tout ce que je vous ai dit. Vous pourrez les retrouver sur mon site Aurore au naturel. Vous allez dans l'onglet e-book et vous allez retrouver tout ça. C'est un format
PDF que vous payez et que vous téléchargez ensuite. Si ça vous intéresse, il y a des recettes à l'intérieur avec les huiles essentielles, des recettes pour les soins du visage, pour les huiles de massage et aussi la petite recette dont je vous parlais tout à l'heure avec les biscuits aux flocons d'avoine. J'espère que ce podcast vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Dites-moi vous, quelles huiles essentielles vous utilisez à la maison je serai ravie de savoir ce que vous utilisez et quel est votre top 5. Je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous allez écouter cet épisode et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. À bientôt.